La fête d'anniversaire de ma mère était censée être une simple réunion de famille. Je les évitais depuis des mois, depuis que j'avais enfin tapé du poing sur la table et leur avais dit que je n'étais plus leur distributeur automatique personnel. Mais quelle que soit la distance que je mettais entre nous, il y avait toujours une excuse pour me ramener. Cette fois, c'était l'anniversaire de ma mère. Je savais que faire l'impasse ne ferait qu'ajouter à la liste interminable de choses qu'ils pourraient utiliser pour me dépeindre comme le mauvais fils, alors j'y suis allé. J'ai même payé le restaurant, comme je le faisais toujours. C'était un bel endroit, trop beau pour eux, en réalité. Non pas qu'ils ne puissent pas apprécier un bon repas, mais parce qu'ils ne payaient jamais rien eux-mêmes. Mes parents avaient maîtrisé l'art de vivre aux dépens des autres tout en faisant comme s'ils vous rendaient service en vous laissant les aider. Dès que je suis entré, j'ai senti la tension. Ma sœur m'a fait un petit signe de tête. Mes tantes et mes oncles m'ont salué, mais mes parents. Mon père a à peine levé les yeux de son verre, ma mère a juste fait comme si je devais être reconnaissant qu'elle m'ait même invité. Classique. Le dîner a commencé, et pendant un certain temps, c'était supportable. J'ai enduré les fausses conversations, les rires forcés, les banalités qui ne voulaient rien dire. Je voyais bien que mon père avait bu, ce qui n'était jamais bon signe. Plus il buvait, plus il devenait honnête, et son honnêteté était toujours laide. Puis, sorti de nulle part, il s'est tourné vers moi devant tout le monde et l'a dit, « Tu as toujours été égoïste. Ta sœur est meilleure que toi. » Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une remarque désinvolte. Il l'a dit comme si c'était un fait, comme si tout le monde dans la pièce le savait déjà et était d'accord avec ça. La table s'est tue. Ma sœur avait l'air mal à l'aise. Ma mère a continué à manger comme si de rien n'était, et le reste de la famille a soit détourné le regard, soit fait semblant d'avoir soudainement oublié comment écouter. Personne ne l'a jamais contesté. Personne ne l'a jamais dénoncé. Il le laissait juste être la voix la plus forte dans la pièce. Mais pas moi. Plus maintenant. J'ai posé ma fourchette, essuyé ma bouche avec ma serviette, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous ne recevrez plus d'argent de ma part. Ça a eu une réaction. Son visage s'est crispé. Sa mâchoire s'est serrée, et pour la première fois de la soirée, il m'a vraiment regardé. Ma mère a enfin posé sa fourchette. Mes tantes ont échangé des regards, et j'ai pu sentir le changement dans l'air. Parce qu'au fond, tout le monde connaissait la vérité, mes parents ne se souciaient pas de moi, ils se souciaient de ce que je pouvais leur donner. J'avais passé des années à leur donner de l'argent chaque fois qu'ils appelaient avec une histoire dramatique sur la façon dont ils étaient en difficulté, mais ils n'étaient pas en difficulté. Ils le gaspillaient dans les jeux de hasard, dans des choses que je ne mentionnerai même pas ici. Je travaillais dans l'immobilier, je gagnais bien ma vie, je vendais des manoirs à Los Angeles, je passais mes journées à négocier avec des clients de haut niveau. Puis je me retournais et je donnais des milliers de dollars à mes parents, qui les dépensaient comme de l'argent de Monopoly, et j'en avais assez. L'expression de mon père est devenue laide. Ma mère, réalisant qu'ignorer la situation ne fonctionnait pas, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Elle a attrapé un bol de soupe, prête à me le jeter comme dans une mauvaise émission de télé-réalité. Ma tante l'a à peine arrêté à temps, en lui tirant la main avant qu'elle ne puisse le faire, mais cela ne voulait pas dire que j'étais en sécurité. L'instant d'après, ma mère s'est levée et s'est mise à hurler sur moi devant tout le restaurant, en me traitant d'ingrat, en disant qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, c'était comme ça que je les remerciais, que je n'avais pas le droit de venir ici, de manger leur nourriture et de leur manquer de respect. Leur nourriture que j'avais payée. Et puis elle l'a fait quand même. Elle a attrapé le bol de la main de ma tante et me l'a jeté dessus. La soupe, chaude, collante et probablement chère, a éclaboussé tout mon costume neuf, celui que j'avais acheté pour une réunion le lendemain. Je me suis levé si vite que j'ai failli renverser ma chaise. Mon père était toujours furieux. Ma mère hurlait toujours, et le reste de la famille était sous le choc, mais personne n'a dit un mot pour me défendre. Pas une seule personne. C'était ça. J'avais encaissé leurs insultes, leurs manipulations, leurs exigences sans fin, mais ça. C'était différent. C'était public. C'était intentionnel. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste attrapé mes clés, me suis retourné et suis sorti. Et en sortant, j'ai pris une décision. Ils m'avaient traité comme un portefeuille ambulant pendant des années, mais ils avaient oublié une chose, la maison dans laquelle ils vivaient, celle dont ils se vantaient, je l'avais achetée. Cette voiture qu'ils conduisaient. La mienne.
Et s'ils voulaient faire comme si je n'étais rien, j'allais leur montrer exactement ce que ça faisait d'être rien. Demain, j'allais tout reprendre. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon costume était ruiné. Mon téléphone a explosé de messages de proches me disant d'être la personne la plus raisonnable, et je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans ma tête, le visage suffisant de mon père, l'indignation de ma mère, la façon dont personne, à l'exception de mon grand-père, ne m'avait regardé avec quelque chose qui ressemblait de près à de la compassion. C'est là que j'ai su qu'ils n'allaient pas changer. Ils ne se sentaient même pas mal. À leurs yeux, j'étais toujours l'égoïste qui avait coupé leur rente. Au matin, j'avais fini d'y penser. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai commencé à passer des coups de fil. D'abord, mon avocat spécialisé dans l'immobilier. La maison était à mon nom. Mes parents n'avaient jamais pris la peine de vérifier les papiers, trop occupés à se vanter auprès de leurs amis de leur belle maison. J'ai dit à mon avocat de préparer l'annonce. La maison a été mise sur le marché immédiatement. Ensuite, leur voiture, qui était aussi la mienne. J'ai appelé le concessionnaire pour organiser la reprise. Puis, juste pour le plaisir, j'ai vérifié leur relevé de carte de crédit. J'en avais co-signé une il y a des années, quand ils m'avaient supplié de les aider à améliorer leur code de crédit, et je n'avais jamais pris la peine de me retirer du compte. Grosse erreur. Des milliers de dollars de dépenses, casino, hôtel 5 étoiles, boutique de luxe, et des choses que je ne pouvais même pas commencer à justifier. J'ai appelé la banque, j'ai déclaré ma carte volée et j'ai tout annulé. À midi, j'étais dans un avion pour Los Angeles pour une réunion. J'avais des choses plus importantes à faire que de rester assis à attendre leur réaction, mais je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le premier appel était de ma mère, qui hurlait, demandant pourquoi la voiture avait disparu. J'ai laissé le message aller à la messagerie vocale. Le deuxième était de mon père, plus de hurlements, quelque chose à propos de moi ruinant leur vie. Supprimé. Puis ma sœur. Elle n'a pas crié, mais elle m'a demandé de reconsidérer la situation, a dit qu'il paniquait, qu'il ne savait pas quoi faire, qu'il n'avait nulle part où aller. Je lui ai envoyé un SMS en retour, ce n'est pas mon problème. Au moment où j'ai atterri à Los Angeles, mon avocat avait déjà aligné des acheteurs potentiels pour la maison. L'immobilier va vite sur ce marché, et avec l'emplacement, je savais que ça se vendrait en un rien de temps. Puis, la vraie surprise. Mon grand-père a appelé. Maintenant, grand-père ne s'impliquait jamais dans les drames familiaux. C'était de la vieille école, calme, le genre de type qui ne parlait que lorsque c'était nécessaire, mais cette fois, il avait quelque chose à dire. Beau travail, mon garçon. J'étais tellement stupéfait que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Grand-père m'a dit qu'il mettait en garde mes parents depuis des années, qu'il leur disait d'arrêter de m'utiliser, qu'il leur disait de me respecter. Ils n'ont jamais écouté. Il a dit qu'ils méritaient ce qui leur arrivait, que peut-être dormir dans la rue leur apprendrait une leçon. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, ne vends pas la maison tout de suite. J'ai une idée. Je n'avais aucune idée de ce qu'il préparait, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un de mon côté. Et quel que soit son plan, j'étais à fond pour. Je n'étais pas sûr de ce que grand-père avait en tête, mais je lui faisais plus confiance qu'à quiconque dans la famille. S'il avait une idée, j'étais prêt à l'entendre. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant à la sortie de la ville, rien d'extraordinaire, juste un endroit calme où les gens vaquaient à leurs occupations. Grand-père a commandé un café noir, m'a regardé longuement, puis a finalement parlé. Ton père pense qu'il est intouchable, pense qu'il peut faire ce qu'il veut et toujours s'en sortir. Il est temps qu'il apprenne ce que ça fait de perdre. J'aimais déjà la direction que ça prenait. Grand-père avait un plan. Au lieu de vendre la maison tout de suite, je laisserais mes parents paniquer un peu, je les laisserais réaliser que la voiture ne reviendrait pas, que leur crédit était fichu et que leur compte bancaire était gelé. Pas de filet de sécurité, pas d'échappatoire facile. Ils avaient passé des années à vivre comme des rois avec mon argent, maintenant ils allaient découvrir ce que c'était que de n'avoir rien. Puis, quand la réalité les frapperait, je ne vendrais pas la maison à n'importe qui. Je la louerais. Pas à eux, bien sûr. Je la transformerai en location et je m'assurerai qu'ils doivent regarder quelqu'un d'autre vivre dans leur maison pendant qu'ils doivent trouver où aller. Mais que se passe-t-il s'ils supplient, ai-je demandé. Grand-père a souri. Alors on les fait travailler pour ça. Cette partie m'a dérouté. Travailler pour ça? Mes parents n'avaient jamais travaillé pour rien de leur vie. Ils s'attendaient à des dons.
Ils s'attendaient à ce que je répare tout. Mais si grand-père avait un moyen de leur faire ressentir de vraies conséquences, j'étais intéressé. Au moment où j'ai quitté le restaurant, j'étais d'accord avec le plan. J'ai donné de nouvelles instructions à mon avocat, ne vendez pas la maison pour l'instant. Au lieu de cela, mettez-la en location. Pas de réduction, pas de faveur. Si mes parents voulaient rester, ils devraient postuler comme tout le monde et prouver qu'ils peuvent payer. Bien sûr, ils n'avaient ni revenus, ni économie, rien que des droits. 2 jours plus tard, le chaos a commencé. Mon père a appelé en premier, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. Il a exigé de savoir ce qui se passait, pourquoi leur maison était annoncée en location. Ma mère a suivi avec un message vocal plein de sanglots dramatiques. Ma sœur m'a envoyé des SMS non-stop, disant qu'ils étaient désespérés et qu'ils n'avaient nulle part où aller. Puis, le meilleur. Mon père a demandé s'il pouvait emprunter de l'argent pour couvrir la caution de location. J'ai tellement ri que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai répondu par SMS, vous avez dit que j'étais égoïste, vous vous souvenez? Débrouillez-vous. Mais ils n'ont rien compris. Au lieu de cela, ils se sont présentés à mon bureau, et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. J'étais en pleine réunion lorsque mon assistante a frappé à la porte de mon bureau, l'air nerveux. Elle a hésité avant de parler, comme si elle n'était pas sûre de devoir même le dire à haute voix. Vos parents sont là. Ils ne veulent pas partir. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, j'ai expiré, puis j'ai repoussé ma chaise. Je m'attendais à ça depuis que je les ai coupés et que j'ai mis la maison en location. Les appels et les SMS n'ont pas cessé, mais j'ai ignoré chacun d'eux. Ils ont dû se rendre compte que la mendicité ne fonctionnait pas, alors maintenant ils étaient venus directement à mon bureau, pensant qu'ils pouvaient m'embarrasser jusqu'à la soumission. Je suis sorti dans le hall, et ils étaient là, mon père arpentant comme s'il se préparait à un combat, ma mère assise les bras croisés, son expression déjà en mode victime à part entière. Ma sœur se tenait à quelques mètres, se tortillant inconfortablement comme si elle avait été entraînée dans tout ça contre sa volonté. Dès que mon père m'a vu, il s'est approché en frappant du pied et a pointé un doigt dans ma direction. Tu crois que tu peux juste nous mettre à la porte comme des étrangers, après tout ce qu'on a fait pour toi? J'ai failli rire. Fait pour moi. C'était fort de café. Qu'est-ce qu'ils avaient fait exactement? M'élever? Me nourrir? Mettre un toit au-dessus de ma tête? C'était le minimum de l'éducation parentale, et ils l'avaient à peine fait. Pendant ce temps, je leur ai acheté une maison, une voiture, j'ai couvert leurs dépenses pendant des années, jusqu'à ce que je me réveille enfin et réalise que pour eux, je n'étais pas leur fils. J'étais leur chèque de paie ambulant. J'ai gardé une voix calme. Si vous voulez vivre dans la maison, vous pouvez postuler comme tout le monde, mais vous devrez prouver que vous pouvez payer le loyer. Ma mère s'est levée de son siège. Nous sommes tes parents. Tu devrais nous aider, pas nous humilier. J'ai regardé ma sœur. Elle avait l'air épuisée. Elle n'était pas de leur côté, pas vraiment, mais elle n'était pas non plus sur le point de s'exprimer. Elle ne l'a jamais fait. Elle était la bonne enfant parce qu'elle ne se battait jamais. Mon père a laissé échapper un rire rauque. Tu n'es rien sans nous. Nous t'avons fait. Tu nous dois quelque chose. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis approché, m'assurant qu'il puisse m'entendre haut et fort. Je vous dois. J'ai bâti ma carrière. J'ai travaillé comme un fou pendant que vous gaspillez chaque dollar que je vous donnais. Et maintenant, vous êtes fauché parce que vous n'avez jamais pensé que ce jour arriverait. Eh bien, devinez quoi? Il est là. Son visage est devenu rouge. La bouche de ma mère s'est ouverte, comme si elle venait de recevoir une gifle. Ma sœur a reculé. Je me suis tourné vers mon assistante. Appelle la sécurité. La voix de mon père s'est élevée dans une pure colère. Espèce d'ingrat, la sécurité est arrivée presque immédiatement. Il ne plaisantait pas non plus. En quelques minutes, mes parents étaient escortés dehors, mon père crachant toujours des insultes, ma mère hurlant que j'étais un fils terrible. Ma sœur a hésité, comme si elle voulait dire quelque chose, mais à la fin, elle est juste sortie avec eux. Je suis resté là à les regarder sortir par la porte d'entrée et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le soulagement. Pas de culpabilité, pas de remise en question, juste le soulagement. Je me suis retourné et je suis retourné à mon bureau, en fermant la porte derrière moi. Ma main tremblait, mais pas de colère, de liberté.
Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Puis mon téléphone a vibré. C'était grand-père. Bien, a-t-il dit, sa voix calme. Maintenant, aggravons la situation pour eux. Je me suis redressé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a eu une pause, puis il a gloussé. Tu verras. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le chaos. Mon téléphone vibrait sans arrêt, appels, SMS, messages vocaux, ma mère, mon père, même des parents éloignés qui faisaient habituellement semblant que je n'existais pas. Je n'ai même pas pris la peine de vérifier les messages. Je savais déjà de quoi il s'agissait. Puis, juste au moment où je préparais mon café, grand-père a appelé. Allume les informations, a-t-il dit, sa voix était calme, presque amusée. J'ai attrapé la télécommande et j'ai zappé sur la chaîne locale. Dès que l'écran s'est allumé, j'ai failli laisser tomber ma tasse. Mon père avait été arrêté. Le titre en bas de l'écran disait « Un homme de la région arrêté après un incident dans un hôtel de luxe ». J'ai augmenté le volume. Le journaliste a expliqué comment mes parents avaient séjourné dans un hôtel de luxe ces derniers jours et avaient accumulé une énorme facture qu'ils n'avaient pas l'intention de payer. Lorsque le personnel de l'hôtel les a confrontés, mon père a craqué. Il a crié sur le directeur, a poussé un agent de sécurité et a essayé de sortir en trombe comme s'il était au-dessus des lois. La police a été appelée, et mon père, étant le génie qu'il est, a essayé de les combattre. Le résultat? Il a été plaqué, menotté et traîné directement dans une cellule de détention. Ma mère n'a pas été arrêtée, mais elle a été bannie de l'hôtel de façon permanente. Et le meilleur? C'est grand-père qui les a dénoncés. Je l'ai appelé tout de suite. Ils ont fait ça. Ils pensaient qu'ils étaient intouchables, a-t-il dit. Je pensais qu'il était temps que quelqu'un leur rappelle que les actions ont des conséquences. J'ai tellement ri que j'ai dû m'asseoir. Mon père, l'homme qui a passé sa vie à penser qu'il était plus intelligent que tout le monde, venait d'être pris en train de tromper un hôtel comme un vulgaire escroc. Ma mère, la reine de la manipulation, n'avait officiellement plus d'endroit où se cacher. Mais ce n'était pas le pire. Pendant que mon père était en prison, la maison a été officiellement mise sous contrat. J'avais trouvé un acheteur, un promoteur qui prévoyait de la démolir. Pas la louer, pas la rénover, la démolir. J'ai regardé les papiers et j'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction. Cette maison, celle qu'ils avaient étalée pendant des années, celle qu'ils avaient utilisée pour se sentir importants, était sur le point de n'être plus que des gravats. Puis les textos de ma sœur ont commencé. Tu ne peux pas faire ça. Ils n'ont nulle part où aller. Ils paniquent. Maman pleure tout le temps. Parle-leur, s'il te plaît. Je l'ai ignoré. Mais elle avait raison sur une chose, ils n'avaient nulle part où aller. La voiture avait disparu. Leur compte bancaire était vide. Leur crédit était détruit. La maison disparaîtrait dans moins d'un mois, et maintenant mon père avait un casier judiciaire. J'ai enfin vérifié ma messagerie vocale. La voix de ma mère est apparue en premier, tremblante et pathétique. Ethan, s'il te plaît. Nous sommes désolés. Nous avons juste besoin d'aide pour nous remettre sur pied. Puis celle de mon père, espèce d'ingrat supprimé. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient désespérés. Pendant des années, ils m'avaient traité comme un portefeuille, quelque chose à utiliser et à jeter. Maintenant, ils n'avaient plus rien, et je ne m'étais jamais senti mieux. 2 semaines se sont écoulées, et je n'ai rien entendu de mes parents. Pas d'appel téléphonique, pas de texto, rien. Le silence était presque paisible. J'ai pensé qu'ils avaient enfin accepté la réalité. Peut-être qu'ils avaient trouvé une autre personne à qui sucer la vie. Peut-être qu'ils étaient toujours assis dans leur voiture à attendre un miracle qui n'arriverait jamais. Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. Puis ma sœur s'est présentée au bureau. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi. Elle s'est assise en face de moi, se frottant les mains comme si elle essayait de comprendre comment dire ce pourquoi elle était venue ici. Finalement, elle a soupiré. Ils vivent dans leur voiture. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ce n'est pas mon problème. Elle m'a regardé avec ce mélange de frustration et de tristesse. Ethan, ils n'ont nulle part où aller. Papa est trop fier pour demander de l'aide, mais maman. Elle est un désastre. Elle pleure tout le temps. Ils n'ont même pas assez d'argent pour l'essence. Je n'ai rien dit. Elle a continué, je ne dis pas que tu devrais leur donner de l'argent,
mais ce sont tes parents, Jerry. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, maintenant ce sont mes parents? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, j'étais le seul à tout payer, pendant que toi tu pouvais te détendre et faire semblant de ne pas voir ce qui se passait. Elle a grimacé. Ce n'est pas juste, je l'ai interrompu. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que vous me traitiez comme un distributeur automatique pendant des années. Ce qui n'est pas juste, c'est que je travaille comme un fou pendant qu'ils restaient assis et gaspillaient tout ce que je leur donnais. Et maintenant qu'ils ont enfin touché le fond, je suis censé me sentir mal? Elle était silencieuse. Je me suis penché en avant. Laisse-moi te demander quelque chose. Si je perdais tout demain, crois-tu vraiment qu'il serait là à supplier quelqu'un de m'aider, ou est-ce qu'il passerait à autre chose et trouverait quelqu'un d'autre pour prendre soin d'eux? Elle a baissé les yeux. Elle n'avait pas de réponse. Après un long silence, elle s'est levée. Avant de partir, elle m'a regardé et a dit, « Grand-père avait raison à son sujet. » J'ai acquiescé. Oui, il avait raison. Quelques jours plus tard, la maison a officiellement disparu, démolie. Je n'ai pas pris la peine de le dire à mes parents. Qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Je pensais que c'était la fin. Mais alors grand-père m'a appelé une dernière fois. « Viens au restaurant, a-t-il dit. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais je faisais confiance à grand-père, alors j'y suis allé. Quand je suis entré, je l'ai vu assis dans sa cabine habituelle en train de siroter son café noir, et en face de lui, ayant l'air complètement vaincu, il y avait mon père. J'ai failli faire demi-tour et partir, mais grand-père m'a fait signe de venir. Je me suis assis, j'ai croisé les bras et j'ai attendu. Mon père n'a pas parlé au début. Il s'est juste contenté de regarder la table comme s'il ne pouvait même pas me regarder. Finalement, il a murmuré, « J'ai tout perdu. » Je suis resté silencieux. Grand-père s'est éclairci la gorge. Il veut te demander quelque chose. Je savais ce qui allait arriver. De l'argent. Grand-père a secoué la tête. Un emploi. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis tourné vers mon père, cachant à peine mon amusement. Tu veux que je t'embauche? Il a acquiescé lentement. Je n'ai nulle part où aller. Je me suis contenté de le regarder pendant un moment. C'était le même homme qui m'avait dit que je n'étais rien sans lui, qui m'avait humilié devant notre famille, qui avait laissé maman me jeter de la soupe dans un restaurant, qui avait ri quand j'en étais couvert, puis qui avait essayé de faire comme si c'était de ma faute. Maintenant, le voilà, me regardant comme si j'étais son dernier espoir. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment, un homme faible et brisé qui avait passé toute sa vie à faire semblant d'être plus fort que tout le monde. Et soudain, je n'ai rien ressenti pour lui. Ni colère, ni culpabilité, ni satisfaction. Juste rien. Je me suis levé, j'ai pris quelques billets dans ma poche et je les ai jetés sur la table pour le café de grand-père. Les actions ont des conséquences, ai-je dit. Tu m'as appris ça. Puis je suis sorti. Pendant des années, je me suis laissé exploiter. J'ai donné et donné, pensant que peut-être un jour ils m'apprécieraient, que peut-être au fond d'eux ils se soucieraient vraiment de moi. Ce n'était pas le cas. Ils se souciaient de ce que je pouvais faire pour eux. Alors quand j'ai arrêté de donner, ils ont arrêté de faire semblant. Et à la fin, ils se sont détruits eux-mêmes. Mon père pensait qu'il était intouchable. Ma mère pensait qu'elle pouvait se sortir de n'importe quoi en se faisant plaindre. Maintenant, il n'avait plus rien, et moi? J'avais enfin tout. La liberté, la paix, une vie sans qu'il me tire vers le bas. Et je dormais mieux la nuit en sachant que, pour une fois, la seule personne dont j'avais à me soucier, c'était moi.